Francis Scott Fitzgerald. Quelqu'un. Who's Who and Why. 1920. In La Fêlure. Recueil de nouvelles traduites de l'anglais par Dominique Horry et Suzanne Mayou pour les éditions Gallimard en 1963, repris en folio. L'histoire de ma vie est celle du conflit entre un besoin irrésistible d'écrire et un concours de circonstances acharnées à m'en empêcher. À 12 ans, quand j'habitais Saint-Paul, je passais mon temps en classe à écrire au dos de mes livres de géographie, de latin première année, en marge des thèmes, des déclinaisons, des problèmes de mathématiques. 2 ans plus tard, un conseil de famille décida que le seul moyen de me forcer à travailler était de m'envoyer en pension. C'était une erreur. J'y fus distrait d'écrire. Je décidai de jouer au football, de fumer, d'aller à l'université et toutes sortes de choses sans aucun rapport avec le but réel de la vie, lequel était, bien entendu, de doser idéalement description et dialogue dans la nouvelle. Mais à l'école, je m'engageais sur une nouvelle piste. Je vis une comédie musicale intitulée La fille du Quaker, et à dater de ce jour, mon bureau croula sous les livrets de Gilbert et Sullivan, et des douzaines de cahiers, recelant les germes de douzaines de comédies musicales. Vers la fin de ma dernière année de collège, je trouvai par hasard sur le piano la partition d'une nouvelle comédie musicale. Le spectacle s'appelait Son honneur le sultan, et la couverture indiquait qu'il avait été présenté par le Triangle Club de l'université de Princeton. Cela me suffisait. Dès lors, le problème du choix d'une université fut résolu. J'allais à Princeton. Je passai là ma première année tout entière à écrire une opérette pour le Triangle Club. Pour en venir à bout, j'échouai en algèbre, en trigonométrie, en géométrie dans l'espace et en hygiène. Mais le Triangle Club accepta ma pièce et, en travaillant pendant tout un mois d'août étouffant, je parvins à passer en 2e année et à jouer le rôle d'une girl. Peu après se produisit une interruption. Tombé malade, je dus quitter l'université en décembre et passer le reste de l'année en convalescence dans l'Ouest. Mon dernier souvenir d'avant mon départ est d'avoir rédigé, couché à l'infirmerie avec une forte fièvre, la chanson finale de la comédie montée cette année-là par le Triangle Club. L'année suivante, 1916-1917, me revit à l'université. Mais j'avais décidé entre-temps que seule la poésie présentait un intérêt. La tête pleine des vers de Swinburne et de Rupert Brooke, je passai donc le printemps à fabriquer sonnets, ballades et rondeaux jusqu'au petit matin. J'avais lu quelque part que tout grand poète écrit de grands poèmes avant ses 21 ans. Je n'avais qu'une année devant moi. D'ailleurs, la guerre était imminente. Je devais publier un recueil de vers saisissant avant d'être englouti. Quand vint l'automne, j'étais dans un camp de formation d'officiers d'infanterie à Fort Leavenworth. La poésie était en disgrâce, remplacée par une ambition toute neuve. J'écrivais un roman impérissable. Chaque soir, cachant mon bloc de papier derrière les petits problèmes à l'usage de l'infanterie, je rédigeais paragraphe sur paragraphe l'histoire quelque peu arrangée de ma personne et de mon imagination. 22 chapitres, dont 4 en vers, étaient tracés dans leurs grandes lignes, 2 étaient achevés. C'est alors que je fus découvert, le petit jeu était fini. Je ne pourrais plus écrire aux heures d'études. Les choses se compliquaient. Je n'avais plus que 3 mois à vivre. À l'époque, tout officier d'infanterie estimait n'avoir plus que 3 mois à vivre. Et je n'avais pas laissé de marque sur le monde. Mais ce n'était pas une petite guerre qui allait faire échec à une ambition aussi dévorante. Chaque samedi, à 1 heure, quand le travail de la semaine était fini, je me précipitais au club des officiers, et là, dans un coin de salon plein de fumée, de conversations et de bruits de journaux, j'écrivis un roman de 120 000 mots en 3 mois, de week-end en week-end. Je ne me relisais pas, je n'en avais pas le temps. À mesure que je terminais les chapitres, je les envoyais à dactylographier à Princeton. En attendant, je vivais dans ces pages barbouillées de crayons. Les manœuvres, les marches et les petits problèmes à l'usage de l'infanterie n'étaient qu'un rêve fumeux. J'avais le cœur tout occupé de mon livre. Je partis heureux rejoindre mon régiment. J'avais écrit un roman. La guerre pouvait suivre son cours. J'oubliais paragraphes et pentamètres, métaphores et syllogismes. Je passais premier lieutenant. On m'envoyait en Europe. Lorsque les éditeurs m'écrivirent que, bien que The Romantic Egotist fût le manuscrit le plus original qu'ils aient reçu depuis des années, ils ne pouvaient le publier. C'était brutal et peu concluant. 6 mois plus tard, j'arrivais à New York et je présentais ma carte au garçon de bureau de 7 journaux de la ville pour offrir mes services comme reporter. Je venais d'avoir 22 ans, la guerre était finie, et j'allais, de jour, me mettre en quête d'assassins et, de nuit, écrire des nouvelles. Mais les journaux n'avaient pas besoin de moi. On décidait irrévocablement, au seul vu de mon nom sur une carte de visite, que j'étais absolument impropre au métier de journaliste. J'entrai donc dans la publicité. Je rédigeais pour 90 $ par mois les slogans qui charment les heures d'ennui dans les trolleybus ruraux. En dehors des heures de bureau, j'écrivis des nouvelles de mars à juin. Il y en avait 19 en tout.
les plus rapides écrites en 1 heure et demie, les plus lentes en 3 jours. Nul ne les acheta, nul ne me répondit personnellement. J'avais 122 circulaires de refus épinglés en frise autour de ma chambre. J'écrivais des scénarios, j'écrivais des couplets de revues, j'écrivais de subtiles campagnes publicitaires, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires drôles. Fin juin, je vendis une nouvelle, 30 $. Le jour du 4 juillet, complètement dégoûté de moi-même et de tous les directeurs de revues, je retournai à Saint-Paul et j'informai ma famille et mes amis que j'avais quitté ma situation pour rentrer chez moi écrire un roman. Ils approuvaient poliment, changeaient de conversation et parlaient de moi très gentiment. Mais je savais cette fois-là ce que je faisais. J'avais enfin un roman à écrire et, tout au long de 2 mois très chauds, j'écrivis, je révisai, je compilai, je mis au point. Le 15 septembre, This Side of Paradise fut accepté par lettre express. Au cours des 2 mois suivants, j'écrivis 8 nouvelles et j'en vendis 9. La 9e fut prise par le même magazine qui l'avait refusée 4 mois plus tôt. Puis, en novembre, je vendis ma première nouvelle au Saturday Evening Post. En février, ils en étaient à 6. Ensuite, mon roman sortit. Puis je me mariai. Maintenant, je passe mon temps à me demander comment tout cela est arrivé. Comme le disait l'immortel Jules César, tout est dit, il ne reste plus rien.